Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. Notre invité est un ancien Premier ministre. Il dirige actuellement le Front populaire ivoirien. C'est M. Pascal Afenguessan. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est marquée ces dernières semaines par la grâce présidentielle accordée par le chef de l'État à 51 civils et militaires, dont l'ex-chef du GSPR, qui est le groupement de sécurité du président de la République, le général Dogo Blé, que vous connaissez très bien. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Mais nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de soulagement. C'est une décision que nous attendions depuis longtemps. Nous nous sommes battus pour cela. Et c'est pour cela que nous avons reçu cela avec beaucoup de soulagement. Est-ce que vous l'avez déjà contacté depuis sa sortie de prison? Nous sommes en train de prendre les contacts pour pouvoir aller le saluer. Certains proches de l'ancien président de l'Assemblée nationale ont aussi bénéficié de cette mesure. Faut-il voir les prémices d'un retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? On l'espère bien. Aucun Ivoirien ne mérite de rester en exil. Et la réconciliation nationale, c'est cela aussi. C'est que tous les Ivoiriens se retrouvent, quelles que soient les situations qui les frappent. Et donc, nous espérons que dans le prolongement de ce qui est fait à l'heure actuelle, tous les cas pendants seront traités et que tous les Ivoiriens se retrouveront autour de la même table pour se mettre d'accord, pour s'entendre et participer chacun, si le concerne, à la construction nationale. Il y a aussi les cas du président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui sont toujours privés de leurs droits civiques et politiques. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Est-ce que vous vous impliquez personnellement? Oui, évidemment, à l'occasion du congrès du COJEP, j'ai eu à intervenir pour dire que ce sont des situations aussi qui constituent des blocages à la réconciliation nationale. Ces deux personnalités ont été innocentées par la Cour pénale internationale. Il est donc inacceptable que dans leur propre pays, ils ne jouissent pas de leurs droits civiques. Parlons des opérations de déguerpissement qui ont lieu actuellement dans le district d'Abidjan, plus précisément à Jesco, dans la commune de Yopougon. Vous avez dénoncé dans un communiqué, je cite, la politique du bulldozer menée par le ministre-gouverneur. Est-ce que vous l'appelez à cesser ces opérations? Ce que nous souhaitons, c'est que ces opérations prennent en compte la dimension humaine, la dignité des personnes concernées. Il n'est pas acceptable qu'un gouvernement mette à la rue des milliers de familles avec leurs enfants, qu'un gouvernement détruise des établissements scolaires, des centres de santé, sans avoir pensé au préalable à la situation des personnes impactées. C'est cela qui est condamnable. Sinon, nous savons qu'on ne peut pas bâtir le pays sans casser, sans détruire quelque part. Mais il faut que la question de la dignité humaine soit au centre de l'action du gouvernement. Justement, pensez-vous que le personnel politique n'a pas été à la hauteur ces dernières années en matière de politique d'urbanisme? Est-ce que tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas échoué dans ce domaine? Vous avez été Premier ministre, vous avez été en fonction, Bien sûr, mais il y a toujours eu ces problèmes aussi. Oui, évidemment. La question de l'urbanisme pose problème. C'est un problème africain. Avec l'urbanisation accélérée, il y a des bidonvilles qui se créent, mais c'est aussi la sanction d'une vision politique du développement qui est centrée sur les capitales et qui sont de grosses agglomérations parce que c'est dans la capitale que se trouvent les emplois, que se trouve le développement. Les régions sont abandonnées. Il n'y a donc pas d'équilibre dans le processus de développement et donc il y a forcément des difficultés à prendre en compte ces recherches d'emploi, etc., etc. Donc c'est vraiment l'échec d'une stratégie de développement et il faut donc que dans la réforme que nous proposons, qu'il y ait un équilibre. Donc l'équilibre au niveau régional, il faut créer des pôles régionaux de développement économique et social. Il faut faire en sorte que la capitale soit transférée à Yamoussoukro, comme cela a été décidé depuis plusieurs années, alors que jusque-là, cette opération n'a pas encore eu lieu. Il faut décongestionner la capitale économique parce qu'elle est devenue tentaculaire et elle pose de gros problèmes à la fois pour le logement, pour le transport, pour l'emploi, etc. C'est donc la faillite de cette stratégie que nous enregistrons et que nous vivons à l'heure actuelle.
Monsieur le Premier ministre, je vous entends très bien, mais ce discours, il est tenu par tous les candidats lors des différents scrutins. C'est toujours le même problème depuis plusieurs années. Quel est le principal blocage? Pourquoi il n'y a pas de réelle politique d'urbanisme en Côte d'Ivoire? Ben, peut-être la question doit être posée à ceux qui gèrent le pays à l'heure actuelle. Personnellement, si j'étais aux commandes et je souhaite l'être en 2025, tout cela va changer. C'est une nouvelle politique qui sera mise en place. Du point de vue de l'urbanisme, il y aura donc un nouveau modèle d'urbanisation de nos villes qui prendra en compte la mixité, qui prendra en compte toutes les catégories sociales, et l'emploi social sera développé. Et donc, nous ne vivrons plus ces cas que nous déplorons à l'heure actuelle dans les quartiers précaires. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce que vous proposez pour ces familles qui sont aujourd'hui à la rue? Mais il faut les prendre en compte. Il faut trouver des solutions pour les reloger. Il faut trouver des solutions pour permettre à leurs enfants de retourner à l'école. Et cela est possible, même si ça n'a pas été pris en compte, ça n'a pas été anticipé, mais cela est possible à l'heure actuelle. Il y a un ministère chargé de la lutte contre la pauvreté, le ministère de l'Éducation nationale, le district, la mairie, les mairies des différentes communes. En conjuguant leurs efforts, ces institutions peuvent trouver des solutions aux situations des personnes impactées par ces déguerpissements. Parlons d'actualité politique vous concernant. Lors des dernières élections régionales, vous avez été battu dans le Moronou face à une candidate du PDCI-RDA. Quelles leçons tirez-vous de cet échec? La leçon que nous avons tirée, c'est que le partenariat local que nous avons conclu a échoué et que nos partenaires n'ont pas joué franc jeu, alors que nous avions une liste commune sur laquelle ils occupaient 40% des postes de conseillers et 50% des postes de vice-président. Ils nous ont planté un couteau dans le dos, ils nous ont surpris. C'est un échec qui a surpris tout le monde parce que l'adversité que nous avions en face n'était pas à la hauteur de ce que nous représentons. Mais nous avons fait confiance à nos partenaires. Nous avons voulu partager avec l'équipe régionale. Malheureusement, cela s'est retourné contre nous. Justement, c'était le premier scrutin. Les enseignements. Oui, c'était le premier scrutin depuis votre accord que vous avez signé avec le RAGP. Ne faut-il pas voir ici vraiment une erreur, une faute stratégique de votre part? Non, pas du tout. L'accord que nous avons signé, c'est pour la réconciliation nationale, le partenariat pour la réconciliation, pour la démocratie, pour la cohésion sociale. Et personne ne peut condamner un parti politique ou un homme politique qui s'engage dans cette voie, qui veut faire en sorte que son pays retrouve la paix, la stabilité et la réconciliation. Donc c'est une ambition noble qu'il faut saluer. Mais il appartient, évidemment, on ne peut pas faire la réconciliation seul. Et il faut le faire avec ceux qui sont au pouvoir. Et il faut donc juger de leur volonté, de leur disposition à aller dans ce sens. Et je crois que c'est cela qui est le défi. Mais évidemment, on ne peut pas nous accuser, nous condamner de vouloir la réconciliation, de vouloir la décrispation. Maintenant, il faut aussi voir, est-ce que ceux qui sont au pouvoir sont prêts à cela? Est-ce qu'ils sont prêts à faire des sacrifices, à garantir le succès d'une telle opération? Et je crois que c'est la question qui est posée. Et cette question, nous allons l'aborder dans les semaines à venir parce que nous allons leur proposer de faire le bilan du processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes en train de préparer un séminaire et nous allons leur soumettre les thèmes de référence et nous allons voir si, comme nous l'avons enregistré à Bongouanou, ils ne sont pas du tout disposés à aller dans le sens de la réconciliation, à le sens de la démocratie. Nous en tirerons les leçons. Donc, la confiance est aujourd'hui rompue entre vous et vos alliés du RAGP. On est d'accord après ce coup de poignard dans le dos que vous avez vous-même dit. On peut dire que ce coup de poignard a effrité la confiance. Je mentirais si je vous dis que nous n'avons pas senti cela comme une trahison. Mais nous sommes au service de la Côte d'Ivoire et nous devons aller jusqu'au bout de nos engagements. Et nous sommes engagés pour la réconciliation. Nous allons juger le gouvernement, le pouvoir RHDP par rapport à cette problématique. Et c'est à partir de ce moment seulement que nous pourrions tirer des conclusions définitives. Sinon, en dehors de Bongouanou,
dans un certain nombre de circonscriptions, les choses se sont mieux passées. Même si ça n'a pas été parfait, mais aujourd'hui, nous sommes dans des conseils municipaux, dans les conseils régionaux, nous avons des postes de vice-président de région, d'adjoint au maire, dans un certain nombre de circonscriptions. Ça veut dire que tout n'est pas perdu et que nous pouvons peut-être nous ressaisir pour le bien de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, j'entends ce que vous dites sur la question de la réconciliation qui a justifié votre rapprochement. Mais si on fait un peu de cours de sciences politiques, on sait très bien que le FPI, qui est un parti de gauche, et le RHDP, qui a une sensibilité plutôt libérale, bon, pour les analystes, c'est un peu baroque de voir ce rapprochement qui s'apparente un peu à une alliance entre la carpe et le lapin. Est-ce qu'on peut officiellement dire qu'en Côte d'Ivoire, les convictions, l'idéologie politique n'a plus sa place au sein de l'arène? Mais l'idéologie a sa place. Mais vous savez, les questions de réconciliation, de démocratie, de liberté n'ont pas de coloration idéologique. Elles sont valables pour les partis de gauche comme de droite. Elles sont valables pour la fondation d'une république démocratique. Donc, tous les partis devraient pouvoir s'engager dans ce genre de partenariat pour poser les fondations de la démocratie. Donc, le partenariat que nous avons signé peut même engager tous les autres partis, parce qu'il s'agit de la réconciliation. La réconciliation n'a pas de parti politique, elle est valable pour tous les Ivoiriens. La démocratie n'a pas de parti, elle est valable pour toutes les partis en présence, la société civile, les partis politiques, etc., etc. Donc, sur ces questions-là, qu'on soit de gauche ou de droite, on doit pouvoir se rassembler. Et si vous vous rappelez, les conférences nationales qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays, c'était pour poser justement ces fondations. Toutes les parties se sont retrouvées à l'occasion de ces conférences nationales. Qu'on soit de gauche, de droite, qu'on soit même militaire, on s'est retrouvés parce qu'il s'agit de poser les bases de la démocratie, de s'entendre sur les fondations de la démocratie. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Les idéologies vont prévaloir lorsqu'il s'agira maintenant de définir sa vision stratégique du développement, son projet politique. Quel est votre projet pour l'éducation, pour la santé, pour le développement urbain, pour le développement économique, pour la refondation des institutions de la République? C'est à ce niveau-là que les idéologies vont se préciser, que les différences vont apparaître. Mais sur les questions qui sont liées à la justice, à la démocratie, à la liberté, il n'y a pas d'idéologie qui puisse départager les uns et les autres. Tout le monde devrait pouvoir se rassembler. Tous les Ivoiriens devraient se rassembler autour de ces thématiques-là parce que ce sont des questions communes, partagées. Ce sont des valeurs nationales. Pour 2025, vous croyez en l'union de la gauche? Cela dépend des partis de gauche. Cela dépend de leur ambition de vouloir se mettre ensemble ou pas. Voilà. Pour le moment, ce à quoi nous assistons, c'est qu'il n'y a pas encore ces prémices et qu'un certain nombre de partis développent à l'égard d'autres partis politiques une telle animosité qui souvent sont fondées sur rien du tout, qu'on se demande si cela est possible. Évidemment, c'est une question qui interpelle la maturité politique des leaders de gauche. S'ils sont suffisamment pénétrés de l'intérêt national, s'ils veulent véritablement être utiles à leur pays, ils devraient comprendre qu'en certaines circonstances, il faut faire preuve de dépassement. Il faut savoir gérer ses frustrations personnelles, ses sentiments personnels pour faire la politique, pour aller vers ceux avec qui on partage les mêmes valeurs, pour ensemble se conclure quelque chose dans l'intérêt national. Et je crois que c'est ce qui est en danger. Est-ce que nous acceptons de mettre en avant l'intérêt national, la refondation de la Côte d'Ivoire, la renaissance de notre pays? Si nous sommes tous pénétrés de cette urgence, de cette nécessité, il n'y a aucun blocage qui puisse empêcher ces leaders de gauche de se retrouver. C'est un message que vous adressez au PPACI de Laurent Gbagbo? C'est un message adressé à tous les Ivoiriens qui partagent les valeurs de gauche. Parlons maintenant d'actualité internationale. Les chefs d'État de la CEDEAO ont annoncé la levée des sanctions contre le Niger. Quelle est votre réaction? Mais j'ai déjà eu à réagir pour saluer la joie qui anime nos frères nigériens
à l'annonce de cette décision et souhaiter par la même occasion que cette joie soit partagée, notamment en faisant en sorte que le président Bazoum, lui aussi, soit libéré, retrouve la liberté et que les Nigériens se rassemblent pour voir comment, je dirais, organiser une transition démocratique pour que le pays retrouve la paix, la stabilité, la liberté et puisse se réinsérer dans le concert des nations démocratiques. Vous avez publié une tribune dans la revue politique et parlementaire. Vous appelez à la libération du président déchu Mohamed Bazoum. Est-ce que vous pensez que cette annonce de la CEDEAO pourra faciliter sa libération? Oui, je pense que personnellement, je suis optimiste, de tempérament optimiste. Je suis convaincu que les hommes sont capables de meilleures des choses et je crois à la bonne volonté des uns et des autres et je suis persuadé que le président Bazoum retrouvera la liberté et que le Niger retrouvera la paix et la stabilité. Le président nigérien Bola Tinubu, qui préside actuellement la CEDEAO, a invité ses pairs à repenser la stratégie d'approche des différents putschs. Partagez-vous son avis? Oh, ce n'est pas la stratégie d'approche des différentes putschs qui, de mon point de vue, est interpellée dans cette affaire. C'est, je dirais, la vision stratégique de la CEDEAO, de l'intégration et la capacité de ces structures d'intégration de prendre en compte les réalités de tous les pays membres. Parce que les griefs que les États membres de l'AES ont vis-à-vis de la CEDEAO, c'est d'abord que la CEDEAO n'a pas été suffisamment présente à leur côté par rapport à la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est une des accusations. Que la CEDEAO soit, dans une certaine mesure, inféodée à des puissances étrangères, ça, c'est aussi un autre grief. Et donc, le grief que je retiens en ce qui me concerne, et qui fonde d'ailleurs l'attitude des États membres de la CES, c'est les difficultés que ces États ont vis-à-vis du terrorisme, vis-à-vis du djihadisme. Menace face à laquelle ils se sentent seuls, abandonnés. Et c'est pour cela qu'ils cherchent, que ces États cherchent des solutions alternatives. Et qu'ils estiment que si la CEDEAO ne peut pas leur être utile par rapport à ce défi, ils ne comprennent pas pourquoi les sanctions peuvent être prises contre eux, d'autant que ces sanctions émanent de régimes qui ne sont pas totalement démocratiques. Voilà. Donc voilà les griefs. Donc la question de la sécurité collective, comment la CEDEAO intègre cette problématique-là comme une urgence. Même si cette organisation a été créée d'abord sur une base économique, elle doit comprendre qu'aujourd'hui, la question de la sécurité collective de tous les pays membres est devenue une urgence qui doit occuper autant de place, sinon même plus de place, parce que sans la sécurité, comment bâtir l'économie? Comment bâtir le développement économique? Donc, est-ce que la CEDEAO est prête justement à reconsidérer sa vision stratégique, à mettre en avant la sécurité collective et à savoir que lorsqu'un pays est confronté au terrorisme, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso ou au Niger, c'est l'ensemble de la CEDEAO qui est menacé et que la solution doit venir de la CEDEAO, que des moyens doivent être dégagés à l'image de ce qui se fait en Europe avec l'OTAN. Il faut qu'il y ait donc une institution de sécurité collective dotée de moyens suffisants, qu'il s'agisse des moyens financiers, matériels, militaires, et capable de se substituer à toute intervention extérieure. Parce que c'est la faillite de cette solution qui laisse la place aux ingérences extérieures. MINUSMA par-ci, Serval, etc. C'est parce que l'Afrique n'est pas capable de prendre en main elle-même sa sécurité. Si demain, des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, qui ont un minimum de moyens, qui ont des armées qui montent en puissance, décident véritablement de s'impliquer, comme aujourd'hui les États-Unis s'impliquent en Europe pour défendre l'Occident. Je pense que ces pays membres-là n'auront pas intérêt à chercher des solutions alternatives, à se tourner vers d'autres puissances étrangères.
ces pays feront confiance à l'Afrique et resteront dans le cadre que l'Afrique leur offrira en termes d'intégration. Et je crois que c'est ce problème-là qui est posé et il s'agit c'est une interpellation et les pays membres devraient examiner la question de la capacité de la CEDEAO à défendre la sécurité collective de tous les pays membres. Monsieur le Premier ministre, vous avez été candidat à la présidentielle à 2 reprises, en 2015 et en 2020, même si vous avez boycotté le scrutin, mais vous êtes quand même déclaré. C'est quoi la suite pour vous? Mais la suite, c'est les élections de 2025. Donc vous êtes officiellement candidat. Pour lesquelles nous sommes en train de nous préparer pour les gagner. Vous êtes officiellement candidat. Vous nous informez sur Télé Sud que vous êtes officiellement candidat pour les élections de 2025. Évidemment, mais vous savez bien que dans un parti démocratique, c'est le Congrès qui décide. Et je serai candidat à la candidature. Et j'espère bien que les camarades me feront confiance parce qu'ils savent que j'ai accumulé suffisamment d'expérience. Ça va être plus de 30 ans que je suis dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Je connais ce pays dans toutes ses dimensions. J'ai fait tous les villages, toutes les régions, toutes les ethnies. Je connais les problèmes de ce pays. J'ai sacrifié une bonne partie de ma vie pour ce pays à travers beaucoup de souffrances, 2011, l'emprisonnement, 2020, etc., etc. Et donc, je considère que je suis prêt. J'ai les capacités, j'ai l'expérience de partir à une vision qui met l'homme au centre, met le bien-être de nos compatriotes au centre de sa démarche. Donc, nous sommes prêts pour prendre la relève et nous nous préparons à ce point. Pour quel projet? Pour quel projet pour 2025? Notre projet, c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. Renaissance au niveau politique et institutionnel. Il faut refonder totalement le système politique ivoirien parce que les institutions sont au centre du développement. Il faut des institutions démocratiques, ouvertes. Il faut une décentralisation audacieuse pour que la richesse nationale soit équitablement répartie. Il faut une économie moderne qui s'appuie sur l'industrialisation, sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, sur les services. Il faut une politique sociale hardie avec l'emploi des jeunes, l'émancipation des femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes constituent le chaînon faible du développement en Afrique. On ne peut pas laisser près de 50% de la population ivoirienne, de la population africaine, au bas du développement. Nous allons faire en sorte que la question, par exemple, de l'éducation des femmes soit une urgence nationale et que dans les 15 ans, nous atteignions un taux d'alphabétisation au-delà de 90%, parce que c'est avec cela que le pays pourra faire face aux défis du développement, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, et puis tout cela doit se faire dans le cadre du développement durable. Merci beaucoup, Pascal Afeni-Guesson. Vous êtes candidat à la candidature pour les élections de 2025. Voilà, c'est la fin de l'entretien du jour. Merci encore, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, bonne suite de programme sur Télé Sud et portez-vous bien.